Roland Braun, 1m75, 75 kg. 85, malheureusement. Alors moi, si je présente le personnage sous cette forme-là, parce que bon, c'est un lutteur émérite. Voilà, je crois qu'il doit être militant depuis qu'il s'est marché. Ça. Voilà, il a milité alors bon, moi je l'ai connu. Nous avons milité ensemble. Oui, d'abord vers des mouvements d'éducation populaire. Ensuite, on s'est connus aussi Non, toi tu as été ensuite au mouvement pour l'alternative. Il est toujours au mouvement pour une alternative non violente. Il est aussi qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, Roland, donc tu as été directeur d'école à Colmar dans une éducation prioritaire, et fin 2008, il s'est particulièrement illustré donc en initiant, on va dire, un mouvement de résistance au sein de l'éducation nationale par rapport aux multiples réformes qui se mettaient en place, notamment par un courrier qu'il avait adressé à son inspectrice d'académie, qui avait été rendu public, qui a été diffusé à grande échelle, où il annonçait qu'il ne mettrait pas en œuvre un certain nombre de ces réformes. Voilà, entre-temps, Roland est retraité, mais toujours actif dans la résistance, puisqu'il fait encore partie du comité national de la résistance à base élèves, et c'est à ce titre-là qu'on l'a invité aujourd'hui, pour nous parler effectivement de cette technologie qui se met en place, où, ma foi, les élèves sont de plus en plus fichés, tracés. Je vais te laisser parler. Alors, est-ce que vous avez besoin est-ce que j'ai besoin du micro ou est-ce qu'on m'entend comme ça? D'accord. On va couper ça. Alors, peut-être pour préciser la biographie de Jean-Paul, pour complète, je voudrais juste rajouter deux choses. J'ai aussi travaillé en classe relais. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a fortement marqué. Les classes relais étant des structures qui accueillent des collégiens d'intelligence normale, qui ne doivent donc pas se retrouver dans des structures spécialisées du type SECPA, mais qui, de par leurs problèmes de comportement, réussissent à faire sauter, à faire dysfonctionner, à empêcher le fonctionnement normal d'une classe de collège. Donc, et j'avoue que j'ai fait ça pendant 3 ans. On a démarré donc la première classe relais dans le Haut-Rhin, et c'était une expérience à la fois très dense et extrêmement formatrice. Alors, pour faire le lien avec le mouvement pour une alternative non violente, donc je suis aussi, et c'est vrai que c'est je dirais, un de mes plus anciens engagements. Je fais partie donc de ce mouvement, qui est un mouvement national, et qui fait la promotion de l'action non violente, de une gestion non violente des conflits, et de choses comme ça. Si je suis allé en classe relais, c'est pour confronter à la réalité du terrain les idées qu'on développait par ailleurs. Bon, je peux vous dire, c'était sportif, mais ça confirme, je suis toujours au mal. Je reste convaincu, je continue à faire de la formation à la gestion non violente des conflits, je reste convaincu que les solutions passent par la gestion non violente des conflits, et si je suis dans la résistance, c'est aussi pour cette raison. Est-ce que tu pourrais me chercher? Alors, je suis donc là pour vous parler du fichage et de la traçabilité des élèves. Alors, je vais essayer d'être rapide, hein, j'en avais dit un quart d'heure pour qu'on ait après le temps de discuter. Alors, base élève, c'est le plus connu des fichiers de l'éducation nationale. Mais il y en a bien plus que ça. En cherchant hier sur les sites nationaux, il y a actuellement à peu près une 40aine de fichiers nationaux. Et il en est de nouveau tous les jours. Hein. Alors, pour base élève, vous connaissez. Il y a un SCONET pour les gens qui travaillent en collège, qui est l'équivalent de base élève dans les collèges et qui est, à mon avis, plus ancien que base élève. Il y a AFELNET qui gère les orientations. Actuellement, sont en train d'être mis en place un fichier de gestion de l'absentéisme, un fichier des décrocheurs, et la dernière nouvelle, qui doit être un fichier qui doit être mis en place, qui doit être généralisé dans les écoles à partir de la rentrée 2011, me semble-t-il, c'est le livret de compétences électroniques. Alors ça, on va en parler après parce que ça me paraît être la bagarre des années à venir. Donc ce que je me propose de faire dans le quart d'heure qui m'est imparti, c'est de vous faire, bon je vais essayer d'aller vite sur l'historique, puisque je pense qu'il y a une majorité d'enseignants quand même, donc vous faire un rapide historique de base élève, des éléments sur les résistances et la lutte contre base élève, la situation actuelle et ce qui est à venir. Merci.
Alors, base élève est né dans les années 2004. Enfin, le projet a été fait en 2003 et ça a commencé à être expérimenté en 2004. Alors, le Haut-Rhin avait la chance d'être département expérimental. Donc j'ai participé en tant que directeur à des réunions d'inspection académique. C'est vrai qu'à l'époque j'étais encore un peu naïf. Et je ne sais plus si c'était au titre avec un mandat syndical ou parce que j'étais un des directeurs de Colmar et que j'étais président d'inspection, peut-être un peu plus à l'aise au niveau informatique, je ne me rappelle plus dans quel cadre, mais moi j'ai participé à des réunions. Alors, ce truc-là a été présenté au directeur d'école comme un outil devant faciliter la gestion des classes. Bon, concrètement, avant même d'être opposé pour des raisons idéologiques et par rapport au risque que ça représente à base élève, je peux vous dire que base élève n'a jamais simplifié la vie des directeurs. Parce qu'il existait déjà avant des outils informatiques que chacun adaptait à son fonctionnement, qui étaient soit des outils commerciaux, soit des outils qu'on montait sous ligne soi-même, soit des outils qu'on trouvait dans les associations, etc. Donc des outils existaient et ils répondaient largement à la demande et aux besoins. Simplement, pour ce qui me concerne, à partir du moment où base élève a été mis en place, et avant je refuse totalement, parce qu'au début je l'ai fait, j'ai essayé de faire, j'ai été obligé de tenir une double gestion. J'avais d'un côté base élève que je faisais pour les besoins de l'administration, et par ailleurs, j'avais mon propre fichier, parce que ça répondait plus à mes besoins. Donc, au niveau administratif, base élève est présenté comme un système d'information unique et national, destiné à rationaliser la gestion des établissements scolaires, et ce fichier a donc été mis en place par le ministère. En pratique, le but de base élève, c'est de permettre à l'administration de disposer en permanence de toutes les informations sur les élèves scolarisés. Donc par la création de fichiers uniques. Ce fichier unique, je le rappelle, est accessible donc aux directeurs d'école, aux communes et à l'administration. Alors, les différents niveaux n'ont théoriquement pas le même type d'accès. Les maires ont accès, les directeurs ont accès à l'état civil, à la scolarité, etc. Les maires ont accès à l'état civil et à la scolarité. L'administration a théoriquement accès pas à la dimension nominative. Je dis bien théoriquement, pour l'instant. Alors, au départ, donc en 2004, base élève a été déclarée à la CNIL, une simple déclaration. Après, ça a été, la déclaration à la CNIL a été modifiée en 2008, suite aux pressions de la part des associations, des syndicats, etc. Alors, d'après Induscol, donc Induscol, c'est un des sites de l'éducation nationale qui est, je ne sais pas si c'est lié directement, c'est pas du tout facile, c'est un des sites où on trouve des informations sur l'éducation nationale. Base élève comprend donc les données suivantes. L'identification et les coordonnées des élèves et leurs responsables légaux. Les informations sur la scolarité, donc la classe, le niveau, la date d'inscription, les dates de radiation, etc. Et les activités périscolaires. Alors, Induscol dit, base élève ne comporte pas d'informations sur la nationalité et l'origine des élèves. Au début, ça le comportait. Ni sur la situation familiale et la profession et la catégorie sociale des parents, ni sur l'absentéisme, c'est vrai. Ni sur les besoins éducatifs particuliers, même si, c'est déjà une première faille, même si le fait de mettre un élève, de mettre sur base élève un élève scolarisé en classe d'intégration scolaire, ça veut déjà dire qu'il relève d'une scolarisation particulière. Il n'y a pas d'information sur la santé, et il n'y a pas pour le moment d'information sur les notes et les acquis des élèves, c'est vrai. Alors, les données, d'après Induscol, ne sont pas conservées au-delà de l'année de fin de scolarité des élèves dans le premier degré. C'est ce que dit Induscol. Par contre, ce que ne dit pas Induscol, et qui à mon avis est le nœud du problème, c'est que dans le fichier base élève, il y a aussi un champ qui est l'identification nationale de l'élève, qui est un identifiant national qui, lui, est intégré dans une autre base qui s'appelle la BNIE, Banque nationale des identifiants d'élèves. Et donc la caractéristique de ce champ-là, c'est que ça permet après facilement d'interconnecter base élève avec d'autres fichiers. Ce qu'il faut dire aussi d'emblée, c'est que, alors moi j'ai été sensibilisé au danger, j'ai vraiment pris conscience du danger de base élève en 2000, je crois que c'était en janvier 2008 ou 2007, je ne sais plus, quand on a eu un jour, dans mon école, un matin est arrivé un mail de l'inspection disant merci de communiquer dans la journée la liste des enfants primo-arrivants de votre établissement. Ça a soulevé une telle levée de bouclier, du coup, moi je n'avais même pas vu, c'est le syndicat qui m'a téléphoné en disant est-ce que c'est vrai ça?
effectivement, c'est arrivé, la demande est arrivée en ces termes-là. Merci d'informer l'inspection académique, d'envoyer à l'inspection académique la liste de tous les primo-arrivants de votre établissement. Tu peux peut-être juste expliquer ce que c'est primo-arrivant pour les personnes Alors, primo-arrivants sont des élèves dont les parents qui viennent d'arriver en France, hein, c'est-à-dire dont les parents sont des réfugiés ou des immigrés, etc. Je rappelle que l'école n'est pas censée vérifier l'origine. Nous, l'école publique prend tous les élèves qui sont en situation régulière ou irrégulière. Or, là, on nous demandait de signaler, ce qui est quand même une dimension, je veux dire, un travail de la police. Donc il y a une telle levée de bouclier que dans l'après-midi, l'inspection académique a envoyé un mail en disant que c'était une erreur. Par la suite, alors, je n'ai jamais su ce qu'il en était vraiment. Par la suite, l'inspecteur d'académie adjoint, que je connais bien parce qu'on était ensemble sur les bancs de l'école, m'a garanti la main sur le cœur qu'il s'agissait bien d'une erreur d'une secrétaire qui avait mal compris une demande d'information. Bon, c'est possible. Mais enfin, ça montre quand même le risque de ce genre de fichier. Alors, c'est vrai que, au bout de quelques années, dans les années 2008, on a quand même enlevé, c'est-à-dire l'argument du ministre pour dire aux élèves n'a plus de soucis, puisqu'on a enlevé tous les champs, notamment la nationalité, la date d'arrivée en France pour les étrangers, tout ça, ça a été sorti de base élève. Mais malgré tout, malgré ça, base élève permet encore et facilement de repérer notamment les enfants immigrés et les enfants primo-arrivants, ceux qui viennent d'arriver, qui ne sont donc pas nés en France ou qui sont arrivés en France après l'âge de 3 ans. Pour une raison bien simple, c'est que base élève, les élèves sont censés être immatriculés sur base élève quand ils arrivent en maternelle, donc à 3 ans. Alors là aussi il y a une bagarre parce que théoriquement ce sont les mairies qui les immatriculent. Hein. C'était un des arguments qu'on m'a répondu, l'inspectrice d'académie quand j'ai contesté l'utilisation de base élève en disant, par écrit on m'avait répondu ça, en disant mais vous ne rentrez pas les élèves sur base élève, c'est les communes qui le font. Vous ne faites que gérer. Bon. Alors à partir du moment où les enfants sont identifiés et répertoriés à partir de 3 ans, et au pire à partir de 6 ans, parce que la scolarité obligatoire commence à 6 ans, et bien tous les enfants qui obtiennent un numéro d'identification alors qu'ils sont plus de 6 ans, il y a 2 solutions. Ou ils sont primo-arrivants, ils viennent de l'étranger, ou alors les parents ne remplissent pas l'obligation scolaire. Donc, il est très facile pour un préfet, alors bien sûr ça, dans l'administration, tout le monde sautera au ciel si je dis ça en m'entendant dire ça, il est très facile pour un préfet de demander à l'inspectrice d'académie la liste, sur une année donnée, des élèves qui ont été immatriculés dans l'année et qui ont plus de 6 ans. Automatiquement, il suffit de vérifier après, parce qu'en plus, sur base élève, il y a les coordonnées des familles. Or, alors bien sûr, ce n'est pas prévu dans les textes. Mais connaissant les relations personnelles et administratives entre ces instances-là, je ne pense pas que beaucoup d'inspecteurs d'académie, surtout aujourd'hui, refuseront de répondre positivement à une telle demande du préfet. Maintenant ça ne m'engage que moi. Voilà. Donc il a été expérimenté en 2004, mis en place dans tous les départements à partir de la rentrée de 2008. Donc aujourd'hui, théoriquement, tous les élèves scolarisés dans les écoles publiques en France sont censés être dans base élève. Alors on est actuellement à 90% des élèves de l'école publique immatriculés. Dans le privé, ils en sont qu'à 25%. Parce que base élève, pour l'instant, n'est pas obligatoire pour les établissements privés.